On l'appelait une sangsue, on l'appelait inutile. Pendant 3 ans, Claire Duval avait frotté les sols du domaine des Moreau, en Bourgogne, supporté les humiliations de sa belle-mère et porté des vêtements usés pour tenter de sauver la réputation déjà ruinée de son mari. Mais lorsque Laurent Moreau lui avait jeté les papiers du divorce au visage afin d'épouser une femme plus jeune et plus riche, il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Il ignorait que l'épouse silencieuse et docile qu'il rejetait était en réalité la propriétaire occulte du groupe Valmont Capital, le conglomérat multimilliardaire qui détenait l'essentiel de la dette de sa famille. Aujourd'hui, la domestique ôtait son tablier et la reine reprenait son trône. Voyez ce qu'il advient lorsque la personne humiliée détient les clés de votre destruction. L'horloge comptoise du couloir du domaine des Moreau sonna 6 coups, dont l'écho résonna sur le marbre froid comme un clou mortel. Claire Duval, que son mari appelait simplement Claire, quand il daignait encore la regarder, ajusta l'ourlet de sa simple robe de coton. C'était leur 3e anniversaire. Dans la cuisine, l'air était saturé de l'odeur d'agneau rôti au thym et au romarin, le plat préféré de Laurent. Claire avait passé 6 heures à préparer le repas, les mains rougies par les coupures et l'eau froide. Elle n'avait reçu aucune aide. Monique Moreau, sa belle-mère, avait licencié la dernière femme de ménage depuis des mois, invoquant des restrictions budgétaires, alors même que Claire avait remarqué qu'elle était revenue le lendemain avec un nouveau sac Hermès Birkin en édition limitée. « Il va bientôt arriver », se murmura Claire en lissant une mèche de cheveux bruns derrière son oreille. Elle entra dans la salle à manger. La table était dressée avec l'argenterie familiale, polie jusqu'à briller comme un miroir par ses propres mains. Elle posa une petite boîte en velours sur l'assiette de Laurent. À l'intérieur se trouvait une montre vintage Jaeger-LeCoultre, un modèle des années 50 qu'elle prétendait avoir trouvé dans une brocante. En réalité, elle avait demandé à son agent privé de l'acquérir auprès d'un collectionneur de Genève pour une somme astronomique, puis avait soigneusement fabriqué un faux reçu d'un antiquaire local afin que Laurent ne se demande pas d'où venait l'argent. Elle voulait seulement qu'il lui sourie à nouveau. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Le cœur de Claire bondit. Elle courut vers le vestibule, un sourire d'accueil aux lèvres. « Laurent, joyeux anniversaire !» Les mots moururent dans sa gorge. Laurent Moreau se tenait sur le seuil, secouant la pluie de son trench sur mesure, mais il n'était pas seul. Accroché à son bras, dans une robe rouge éclatante de créateur, comme sortie d'un défilé. C'était Camille Delorme. La fille d'un magnate de l'acier. Une femme que Monique avait toujours jugée plus appropriée pour son fils. Laurent, la voix de Claire trembla. Laurent ne la regarda même pas. Il ôta son manteau et le lui tendit comme à une domestique. « Accroche ça, tu veux ? C'est trempé. » Claire resta figée, le manteau lourd dans les bras. « Laurent, c'est notre anniversaire. » Pourquoi est-elle ici ? Monique Moreau descendait déjà le grand escalier, ses talons claquant durement sur la pierre. « Parce que, idiote, ce soir nous célébrons l'avenir, pas le passé. » Monique s'approcha de Camille et l'embrassa sur les 2 joues. « Ma chère Camille, tu es magnifique. Enfin un peu de classe dans cette maison. » « Merci, Monique, » répondit Camille en lançant un regard de pitié à la robe de coton de Claire. « Oh, c'est l'épouse ? On dirait une petite souris d'église. » Claire laissa tomber le manteau. « Laurent, qu'est-ce qui se passe ?» Laurent se tourna enfin vers elle. Ses yeux, autrefois chaleureux, étaient désormais glacés. Il glissa la main dans la veste de son costume et en sortit une épaisse enveloppe Kraft. Il la jeta sur la console de l'entrée, elle glissa sur le bois poli et s'arrêta juste devant Claire. « Les papiers du divorce, » dit-il d'un ton sec. « Je les ai signés. Il te suffit de signer et de partir. » La pièce sembla tourner. « Divorce. Mais nous avons promis d'être ensemble dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté. Nous sommes clairement dans la pauvreté par ta faute. » Cracha Monique en avançant d'un pas. « Regarde-toi, Claire. Tu es un poids mort. Mon fils est le PDG de Moreau Industries. Il lui faut une femme qui apporte des relations, du capital et du prestige. Camille apporte une fusion qui sauvera cette famille de la faillite. Et toi, qu'apportes-tu ? De la soupe et du linge propre. Je l'aimais, murmura Claire, les yeux fixés sur Laurent. Je t'ai soutenu quand les actions se sont effondrées. J'ai vendu les bijoux de ma mère pour payer la taxe foncière afin que tu ne sois pas humilié au cercle privé. De la petite monnaie, ricana Laurent.
Le père de Camille investira 50 millions d'euros dans Moreau Industries dès notre engagement. 50 millions. Tu sais seulement compter jusque-là? Un froid remplaça la douleur dans la poitrine de Claire. Alors je suis vendu, dit-elle en se redressant légèrement, comme une voiture d'occasion. Ne te fais pas d'illusions. Élodie Moreau, la sœur cadette de Laurent, intervint en sortant du salon, une coupe de champagne à la main. Les voitures d'occasion ont une valeur. Toi, tu ressembles plutôt à un contrat de location expiré. Honnêtement, j'ai honte de te présenter à mes amis. Oh, voilà la femme de mon frère. Elle porte des chaussures sans marque. C'est tragique. Laurent regarda sa montre Cartier, un cadeau de Claire 2 ans plus tôt, qu'il prétendait avoir acheté lui-même. Signe, Claire. Je suis généreux. Tu peux garder la vieille Peugeot et je te donnerai 5 000 € pour te réinstaller ailleurs. 5 000 € pour 3 ans de ta vie. Tu prends ou tu laisses. Camille et moi avons une réservation à Lyon. Tu devras être parti à notre retour. Claire regarda l'homme pour lequel elle avait dissimulé son empire. Elle voulait être aimée pour ce qu'elle était, pas pour ses milliards. Elle avait joué le rôle de l'épouse pauvre pour voir s'il restait un cœur sous les vêtements de Marc Desmoreaux. L'expérience était terminée. Les résultats étaient négatifs. Elle prit le stylo que Laurent lui tendait. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle se pencha simplement et signa d'une écriture fluide et élégante. Claire Duval n'ajouta pas le nom Moreau. Bien, dit Laurent en lui arrachant les papiers. Maintenant fais tes valises enfin, attends. Tu es la domestique. On apportera tes cartons. Je n'ai pas besoin de cartons, répondit Claire calmement. Elle se tourna vers la petite table près de la porte, prit son sac, un vieux sac en cuir usé que Monique avait tenté de jeter et se dirigea vers la sortie. Attends. Cria Monique en plissant les yeux. Ouvre ce sac. Je veux m'assurer que tu ne voles pas l'argenterie. Claire s'arrêta. L'humiliation était totale. Elle se retourna, ouvrit la fermeture et vida le contenu au sol, un baume à lèvres, un portefeuille, un téléphone et une carte bancaire noire en titane, sans numéro, seulement une puce et une signature. Monique plissa les yeux. Qu'est-ce que c'est? Une carte de bibliothèque? Claire ramassa la carte et la glissa dans sa poche. Quelque chose comme ça. Pas, dit Laurent en tournant le dos pour servir un verre à Camille. Et ne reviens pas ramper quand tu tomberas en panne. Claire ouvrit la lourde porte en chêne. Il pleuvait à verse. Elle sortit sous l'orage sans se retourner vers la chaleur et la lumière du domaine. Lorsque la porte se referma derrière elle, l'épouse soumise et silencieuse mourut. Elle marcha le long de l'allée, la pluie détrempant sa robe de coton. Arrivée aux grilles en fer forgé, elle s'arrêta, sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis longtemps. C'est fait, dit-elle d'une voix neutre. Viens me chercher. À distance, à l'abri des regards indiscrets du domaine, une berline noire attendait dans l'obscurité. Lorsque Claire s'en approcha, la portière arrière s'ouvrit et un homme en costume gris élégant sortit avec un grand parapluie noir. C'était Julien Armand, directeur des opérations du groupe Valmont Capital, et le plus fidèle confident de Claire. Il plaça le parapluie au-dessus d'elle, observa ses cheveux mouillés, sa robe bon marché et l'absence totale d'émotion dans son regard. « Mademoiselle Duval », dit-il d'une voix respectueuse et basse. « Bienvenue à nouveau. »« Merci, Julien », répondit Claire en se glissant à l'intérieur luxueux de la berline au cuir souple. La chaleur l'enveloppa aussitôt. L'odeur âcre des produits ménagers bon marché qu'il avait suivis pendant des années fut remplacée par le parfum du cuir fin et du bois poli. Julien Armand s'installa à ses côtés et frappa doucement sur la cloison de séparation. Le cortège se mit en mouvement, glissant silencieusement en direction de Paris. « J'ai les vêtements que vous avez demandés », dit Julien en désignant une housse suspendue et le dossier de Moreau Industries. Claire ne toucha pas aux vêtements. Elle prit la tablette que Julien lui tendait, effleura l'écran et les données financières en temps réel de l'entreprise familiale de son ex-mari apparurent. « Ils sont en train de fêter ça ce soir », dit-elle en parcourant les chiffres du regard. Laurent pense que les 50 millions de Camille Delorme vont les sauver. Un pansement sur une plaie par balle. Julien acquiesça. Moreau Industries affiche un levier de 400%. Des dettes massives auprès de 3 banques différentes. Et depuis ce matin,
conformément à vos instructions exécutées par Société Écrin, ces dettes ont changé de main. Claire fit défiler le document jusqu'à la dernière page. Le créancier n'était plus une banque. C'était Valmont Capital. Oui, dit-elle avec un léger sourire. Je suis propriétaire de leur maison. Propriétaire de leur usine. Propriétaire de la chaise sur laquelle Laurent est assis à cet instant. On lance la procédure de saisie immédiatement ? Demanda Julien, le doigt suspendu au-dessus de son téléphone. Claire répondit à voix basse. Non. Ce serait trop rapide. Ils m'ont humilié pendant des années. Traité comme une domestique dans ma propre maison. Monique m'a accusé de voler l'argenterie. Élodie s'est moquée de mes vêtements alors qu'elle portait une robe dont le prix aurait couvert l'usine entière. Elle fit une pause et regarda par la vitre les lumières de la ville se fondre dans la nuit. Laurent a rompu ses vœux pour de l'argent. Je veux d'abord qu'ils espèrent. Qu'ils montent très haut en pensant avoir gagné, pour que la chute leur brise chaque os. C'est clair ? Julien hocha la tête. Le sommet mondial des technologies approche. Les Moreau sont désespérés d'y assister. Ils veulent présenter leur nouveau logiciel d'intelligence artificielle au plus grand investisseur du secteur. Et qui est le plus grand investisseur ? Demanda Claire, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Vous, Madame Duval. Ou plutôt la directrice générale de Valmont Capital. Personne n'a jamais vu votre visage. Vous dirigez dans l'ombre depuis des années, par intermédiaire. Laurent pense qu'il doit rencontrer votre représentant. Annulez le représentant, ordonna Claire. Dites-leur que la directrice générale assistera personnellement au sommet. Dites-leur que je cherche un partenaire. Julien esquissa un sourire bref. Ils entreront d'eux-mêmes dans la gueule du loup. Claire prit la housse de vêtements. Elle en sortit une veste blanche parfaitement coupée, un pantalon de créateur italien et des escarpins dont le prix dépassait largement celui de la voiture que Laurent lui avait généreusement laissée. « Arrêtez-vous aux pantouzes, dit-elle. J'ai besoin de me débarrasser de l'odeur de cette maison. » « Oui, madame. Nous gelons aussi la fusion avec Delorme-Acier. Grâce à notre influence réglementaire. Je ne veux pas que l'argent de Camille les sauve avant que vous n'ayez terminé. Parfait. Et concernant mon nom. Nous annonçons le retour de Claire Duval. Non. Son regard se durcit. Claire, la femme au foyer, est morte. Présentez-moi uniquement sous ma fonction. Qu'ils se demandent qui je suis. Qu'ils aient peur. La voiture accéléra en traversant le pont menant à la Défense. L'horizon brillait devant eux, comme un royaume attendant sa reine. Pendant ce temps, dans la campagne bourguignonne, Laurent Moreau trinquait probablement au champagne avec Camille, riant du poids dont il croyait s'être débarrassé. Il ignorait que ce poids allait devenir l'enclume qui l'écraserait. La lumière du matin éclairait le domaine des Moreau, non comme une promesse de renouveau, mais comme un rappel brutal de la réalité. Dans la chambre principale, Laurent se réveilla avec un violent mal de tête. Le champagne de la veille, choisi pour célébrer sa liberté, lui laissait un goût amer. Il se tourna, s'attendant à sentir l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds. Une habitude qu'il avait tenue pour acquise. Claire se levait toujours tôt pour préparer son petit déjeuner. Mais l'air était stagnant. La maison, silencieuse. Claire, murmura-t-il instinctivement, avant que les souvenirs ne reviennent. La pluie. Les papiers du divorce. Sa silhouette disparaissant sous l'orage. Bien sûr, grogna-t-il en se redressant. Elle est partie. Quel soulagement. Il enfila un peignoir de soie et descendit. La cuisine était froide. L'évier vide. Les plans de travail impeccables, mais aucun café, aucun petit déjeuner. Monique Moreau était assise à la table, tapotant nerveusement sur son téléphone, encore parée de ses bijoux, le visage tiré. « Où est le café » lança-t-elle sans lever les yeux. « Cela fait un moment que je sonne. »« Tu as déjà engagé la nouvelle femme de ménage. »« Maman, à peine quelques heures se sont écoulées, » répondit Laurent en ouvrant le réfrigérateur. Il était plein d'ingrédients, mais rien n'était préparé. Il prit une bouteille d'eau. « J'appellerai une agence. On peut survivre sans un petit déjeuner élaboré. »« Ce n'est pas que le petit déjeuner, » siffla Monique. « La maison est glaciale.
C'est elle qui réglait le chauffage. Je ne comprends rien à ces appareils. Et regarde ça. Elle désigna le sol. Une petite trace sur le marbre. Le vestibule est déjà plein de poussière. Cette fille était peut-être grossière, mais elle savait nettoyer. Arrête de parler d'elle, dit Laurent, irrité. C'est du passé. Camille est l'avenir. Et à propos, as-tu vu les marchés? L'annonce de notre séparation aurait dû rassurer les investisseurs. Il ouvrit les actualités financières sur sa tablette. Son visage pâlit. Les actions de Moreau Industries chutent fortement sur fond de rumeurs de rachat hostile par la dette. Quoi? S'exclama-t-il. C'est impossible. La fusion avec Delorme devait être annoncée. Son téléphone sonna. Monsieur Moreau, vous devez venir au bureau immédiatement, cria Mathieu Lefebvre, sa voix tremblante. La banque a vendu notre dette principale. Ce matin. À qui? Une holding nommée Valmont Capital. Et ils ont déjà lancé une procédure d'audit. Les cartes de l'entreprise vont être gelées. Leur jet privé vient d'atterrir au Bourget. Ils ont envoyé un représentant. Il vous attend. Laurent laissa tomber la bouteille. Elle se brisa à ses pieds. Pourquoi voudrait-il notre dette? Il regarda sa mère. Pour la première fois, la peur s'installa dans ses yeux. De l'autre côté de Paris, dans la suite du dernier étage de la tour Valmont, Claire Duval se tenait devant un miroir mural. La transformation était saisissante. La femme courbée en robe de coton avait disparu. À sa place se dressait une force souveraine. Ses cheveux sombres, autrefois retenus pour éviter les critiques de Monique, tombaient en ondulations élégantes. Sa peau, traitée avec les produits de luxe dont elle détenait les brevets, rayonnait. Elle portait un tailleur rouge profond taillé au millimètre. À son poignet, non plus une montre modeste, mais une pièce d'horlogerie valant plus que tout l'héritage des Moreau. Julien entra dans la pièce, une tablette à la main. Il s'arrêta, admirant le changement. Le papillon est sorti de son cocon, dit Julien avec un sourire. Vous êtes formidable, mademoiselle Duval. Je me sens formidable, Julien, répondit Claire en se tournant vers lui. Sa voix avait baissé d'une octave, perdant ce ton aigu et agréable qu'elle employait autrefois avec Laurent. Où en est leur mode panique? Demanda Julien. Laurent fonce à son bureau pour rencontrer notre représentant, monsieur Antoine Keller. Il a reçu pour consigne d'être aussi vague et effrayant que possible. Nous avons gelé leurs comptes opérationnels. À cet instant, ils ne peuvent même pas acheter du papier pour l'imprimante sans notre approbation. Et la fusion avec Delorme Acier, c'est la cerise sur le gâteau. Julien effleura sa tablette. J'ai parlé à l'autorité de la concurrence. Nous avons actionné quelques leviers et signalé certaines irrégularités dans les rapports environnementaux de Delorme Acier. La fusion est sous examen. Elle est suspendue pour une durée indéterminée. Claire s'approcha de la fenêtre et observa, tout en bas, les silhouettes minuscules qui se pressaient dans les artères de la Défense. Quelque part là-dessous, Laurent transpirait. Camille Delorme ne resterait pas si Laurent ne pouvait plus accéder à l'argent, pensa Claire. C'était une requine. Les requins ne nagent pas dans des bassins vides. Quelle est ta stratégie pour le sommet? Demanda Julien. Vous êtes l'oratrice principale. Le thème est géant caché, c'est très approprié. Je veux qu'on réserve des sièges au premier rang pour Laurent, Monique et Camille, dit Claire froidement. Envoie-leur des invitations VIP. Fais-leur croire qu'ils sont importants. Fais-leur croire que Valmont Capital veut s'associer avec eux. Je veux qu'ils soient assis là, les yeux rivés sur la scène, quand j'apparaîtrai. Julien marqua un temps. C'est cruel. Cruel, c'est divorcer de sa femme le jour de son anniversaire et lui donner 5 000 € pour disparaître, corrigea Claire. Tout cela, ce ne sont que des affaires. Elle prit sa mallette. Allons-y, Julien. J'ai une entreprise à diriger, et je crois que je dois passer chez le joaillier. Il me faut un nouveau collier. Quelque chose qui accroche la lumière et aveugle l'ennemi. Le sommet mondial des technologies était l'événement de l'année, organisé à Paris Expo porte de Versailles. Une convergence de milliardaires, d'innovateurs et d'opportunistes. L'air vibrait du bruit des accords qui se concluaient et des égos qu'on flattait. Une limousine noire s'arrêta à l'entrée VIP.
Laurent Moreau sortit en ajustant sa cravate. Il avait l'air calme, mais sous son costume, il transpirait à grosses gouttes. Monique le suivit, portant un manteau de fourrure malgré la douceur du temps, cherchant à incarner la matriarche d'un empire florissant. Camille descendit la dernière, l'air agacé, envoyant des messages frénétiques sur son téléphone. « Range ton téléphone, Camille », murmura Laurent en avançant vers le tapis rouge. « Il faut qu'on ait l'air unis. »« Unis » ricana Camille en glissant le téléphone dans sa pochette. « Mon père est furieux, Laurent. La fusion est suspendue. Tes comptes sont gelés et tu m'embarques dans une conférence pour mendier de l'argent. » « Nous ne mendions pas », coupa Monique en relevant le menton. « Nous avons reçu des invitations VIP de Valmont, les détenteurs de la dette. Il est évident qu'ils veulent parler d'un partenariat. Pourquoi nous donneraient-ils des places au premier rang, sinon ? » « Exactement, » dit Laurent en se lissant les cheveux. « C'est une tactique de négociation. Ils ont racheté la dette pour attirer notre attention. Ils veulent notre technologie d'intelligence artificielle. Dès que je rencontrerai la directrice générale de Valmont Capital, je la séduirai. Je lui ferai comprendre que Moreau Industries est une mine d'or. » Ils arrivèrent au comptoir d'enregistrement. Une jeune femme portant un casque scanna leurs invitations numériques. Ses yeux s'agrandirent. « À Monsieur Moreau, Madame Moreau, et Madame Delorme, dit-elle en baissant la voix. Vous êtes les invités de l'oratrice principale. Suivez-moi, s'il vous plaît. Nous avons un accompagnement privé pour vous. » Monique adressa à Camille un sourire triomphant. « Tu vois ? Invité de l'oratrice principale. Ici, nous sommes la royauté. » On les guida à travers le hall bondé, en dépassant les longues files d'attente des participants ordinaires. Laurent sentit sa confiance revenir. « Oui, pensa-t-il. Je suis Laurent Moreau. C'est ma place. Claire me tirait vers le bas avec sa médiocrité. C'est ma place. » On les conduisit dans l'auditorium principal, une immense caverne remplie de 3000 personnes. L'escorte les amena au premier rang, au centre, face à la scène. Les sièges étaient en velours luxueux, avec des plaques dorées. « Installez-vous, je vous prie », dit l'agent. Le programme commence dans quelques minutes. Laurent s'assit, croisa les jambes, balaya la salle du regard. À sa gauche, le directeur général de Google. À sa droite, le fondateur de SpaceX. Il était dans le cercle intime. « Qui est la directrice générale de Valmont Capital ?» demanda Camille en fixant la scène vide. « Personne ne le sait, » répondit Laurent. « Certains disent que c'est une recluse, d'autres que c'est un conseil d'administration. Quoi qu'il en soit, elle est intelligente. Elle sait reconnaître le talent. » Les lumières s'éteignirent. Un silence tomba sur la foule. Une voix grave résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, bienvenue au sommet mondial des technologies. Accueillez la propriétaire et directrice générale de notre sponsor principal, Valmont Capital, la femme qui a bâti un empire dans l'ombre, Madame Claire Duval. » Laurent fronça les sourcils. Le nom Claire déclencha un souvenir vague et irritant, comme un moustique bourdonnant à l'oreille, mais il le chassa. Claire était un nom banal, se dit-il. Les projecteurs balayèrent la scène et convergèrent au centre. Les lourds rideaux de velours s'ouvrirent. La musique enfla, un crescendo orchestral de violoncelle et de violon, sinistre et puissant. Une silhouette émergea de l'ombre. Elle avançait d'un pas qui semblait ordonner à la terre de supporter son poids. Son tailleur rouge étincelait sous les lumières comme du sang frais. Ses cheveux sombres tombaient sur ses épaules comme un fleuve de soie. Elle s'arrêta au pupitre, posa ses mains soignées sur les bords. Son regard parcourut la salle, effleurant des milliers de visages. Puis ses yeux se fixèrent sur le premier rang. Elle sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un prédateur face à une proie blessée. Laurent plissa les yeux. Les lumières étaient fortes et elles dominaient la salle depuis la scène. Il connaissait ce visage, la courbe de cette mâchoire, ses yeux, mais le contexte était si impossible que son cerveau refusait de l'admettre. Ce n'est pas possible, pensa-t-il. Claire est en train de frotter des sols, Claire porte des haillons, Claire est. La femme se pencha vers le micro. Bonsoir, dit-elle. Sa voix était douce, veloutée, et portait une force que Laurent n'avait jamais entendue chez elle.
Il y a 3 ans, j'ai commencé un voyage. Un voyage de silence. J'ai appris que, parfois, pour bâtir un empire, il faut travailler dans l'ombre. Il faut laisser les autres vous sous-estimer. Il faut les laisser croire que vous n'êtes rien. Monique agrippa le bras de Laurent, ses ongles s'enfonçant dans sa chair. Laurent regarde là. Je la regarde, souffla Laurent, la bouche sèche. Pendant que je construisais Valmont, poursuivit la femme sur scène, j'ai vécu une double vie. Dans une vie, j'ai acquis des entreprises, géré des fonds, acheté de la dette. Dans l'autre, elle s'interrompit et planta ses yeux dans ceux de Laurent. Dans l'autre, j'ai appris la valeur de la loyauté et le prix de la trahison. Elle frappa légèrement le pupitre. Un immense écran s'alluma derrière elle, affichant la structure du groupe Valmont. Sous le logo principal, des dizaines de filiales, et au centre, surligné en rouge, une nouvelle acquisition, Moreau Industries. Aujourd'hui, déclara Claire d'une voix qui résonna comme une cloche, je suis ici pour annoncer que Valmont Capital a acquis le contrôle total de la dette de Moreau Industries, et qu'en tant que créancière majoritaire, je procéderai à plusieurs changements structurels. Le public applaudit poliment, croyant assister à une annonce d'affaires. Mais au premier rang, le monde s'effondra. La mâchoire de Laurent tomba. Camille halta et laissa glisser sa pochette. Monique avait l'air de faire un malaise. C'est elle, souffla Camille, la voix brisée. C'est la domestique. C'est ta femme. Des têtes se tournèrent. Des regards se figèrent. Claire ignora le tumulte. Elle continua à parler d'innovation et d'avenir, mais à intervalles réguliers, elle regardait Laurent et savourait la terreur absolue sur son visage. Quand elle conclut, les applaudissements furent tonitruants. Claire salua avec une élégance tranchante et quitta la scène. Il faut aller en coulisses, balbutia Laurent en se levantant, les jambes tremblantes. Il doit y avoir une erreur. Ou si c'est elle, c'est ma femme. On est toujours mariés. Les papiers n'ont pas encore été déposés. Une lueur d'espoir soudaine éclaira ses yeux. C'était vrai, le divorce n'était pas définitif. Si elle valait des milliards, la moitié était à lui. Idiot! Cria Camille. Tu as signé un contrat prénuptial. Tu lui as fait signer un contrat prénuptial pour protéger tes misérables millions. Non, dit Laurent, les yeux écarquillés. Le contrat disait, ce que chacun gagne, chacun le garde. Elle n'a rien apporté enfin, c'est ce que je croyais. Cette entreprise, elle l'a construite pendant le mariage. Bouge! Ordonna Monique, bousculant les gens pour se frayer un passage. On doit lui parler. Elle est de la famille. Elle t'aime, Laurent. Elle était obsédée par toi. Tu peux arranger ça. Tu n'as qu'à lui sourire. Rappelle-lui les bons moments. Ils coururent vers l'entrée VIP des coulisses. Un énorme agent de sécurité leur barra le passage, massif comme un char. Laissez-nous passer, exigea Laurent, tentant de reprendre son ton de PDG, mais sonnant comme un enfant terrifié. L'agent consulta la liste sur son clipboard. J'ai un monsieur Moreau sur la liste. Vous voyez? Dit Laurent en se tournant vers Camille. Elle veut me voir. Mais l'agent poursuivit, sans lever les yeux. Madame Duval a donné des instructions strictes. Elle ne recevra que monsieur Moreau. Les deux autres? Il jeta un regard de mépris à Monique et Camille. Vous pouvez attendre près des conteneurs. Comment osez-vous? Hurla Monique. Vas-y, Laurent, souffla Camille en le poussant. Entre et récupère notre argent. Arrange ça. Laurent rajusta sa cravate, inspira à fond et passa devant l'agent. Il entra dans la loge. C'était luxueux, rempli de roses blanches et de champagne. Claire était assise sur un canapé de velours, un verre d'eau à la main. Julien se tenait derrière elle. Elle ne se leva pas lorsque Laurent entra. Elle ne sourit pas. Elle le regarda simplement par-dessus le bord de son verre. « Bonjour, Laurent, dit-elle. Claire. Laurent expira et s'avança, les bras ouverts. « Chérie, mon Dieu, tu es incroyable. Pourquoi tu ne m'as pas dit pourquoi tous ces jeux ?» Il tenta de l'enlacer. Reculé, claqua Julien, d'une voix qui sonna comme un coup de fouet. Laurent se figea. Il regarda Claire.
Chérie, allez c'est moi, ton mari. Écoute, je sais qu'hier c'était un désastre. J'étais stressé. L'entreprise avait des problèmes. Je ne réfléchissais pas clairement. Mais en te voyant là-haut, j'ai compris quelque chose. J'ai compris à quel point je t'admire. Tu admires mon compte en banque, répliqua Claire d'un ton sec. Elle posa son verre d'eau sur la table. Assieds-toi, Laurent. Pas sur le canapé. Sur la chaise. Elle désigna une petite chaise en bois dur, dans un coin. Laurent s'assit, les genoux serrés. Claire, s'il te plaît, on peut arranger ça. On est un couple puissant maintenant. Pansy, Moreau et Valmont. On pourrait dominer le monde. Il n'y a pas de Moreau et Valmont, dit Claire. Il n'y a que Valmont. Et Moreau n'est qu'une filiale qui m'appartient. Mais le divorce, commença Laurent. Il est en cours, coupa Claire. Et puisqu'à accent grave présent je possède ta dette, j'ai une proposition. Je peux lancer la saisie de ton entreprise, faire saisir la maison de ta famille, et vous laisser, toi, ta mère et ta sœur, à la rue très rapidement. Laurent trembla. S'il te plaît, ne fais pas ça. Cette maison appartient à notre famille depuis 4 générations. Claire se pencha légèrement. Je peux t'offrir un travail. Laurent cligna des yeux. Un travail, tu veux dire que je reste PDG? Claire rit. Un son froid et sec. Non, Laurent. Tu n'es pas qualifié pour être PDG. Tu as mené l'entreprise à la ruine. J'ai quelqu'un d'autre en tête. Julien reprendra les opérations. Alors quel travail? Claire fouilla dans son sac et en sortit un objet familier, un tablier blanc, le même qu'elle portait autrefois en frottant ses sols. Elle le lui lança. Il atterrit sur ses genoux. J'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer les toilettes des étages exécutifs de la tour, dit-elle. Le salaire est au minimum, mais il y a des avantages. Si tu acceptes et que tu fais bien ton travail, je ne lancerai pas la saisie de la maison de ta mère. Je la laisserai y vivre pendant que tu frottes mes toilettes. Laurent fixa le tablier. L'humiliation lui brûlait le visage comme de l'acide. Tu ne peux pas être sérieuse, chuchota Théil. Très sérieuse, répondit Claire en regardant sa montre. Tu as 10 secondes pour décider. Les avocats de la saisie sont prêts. 1-2. Je le ferai, lâcha Laurent, la gorge serrée. Claire esquissa un sourire. Bien. Tu commences lundi à 6 heures. Ne sois pas en retard. Je déteste les retards. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Ah, et Laurent dit à Camille qu'elle peut te rendre visite au travail, mais qu'elle aura besoin d'un badge visiteur pour entrer dans le local de ménage. Claire sortit, laissant Laurent assis sur la chaise dure, serrant le tablier blanc, tandis que le bruit de ses talons s'éloignait dans le couloir. Le trajet de retour vers le domaine fut silencieux, un vide étouffant où la climatisation semblait bourdonner plus fort que leurs pensées. Lorsque la limousine s'arrêta enfin, la façade de la famille se fissura complètement. Camille n'attendit pas que le chauffeur ouvre la portière. Elle l'ouvrit d'un coup de pied, ses talons râpant le bitume. C'est une blague, cracha-t-elle en se tournant vers Laurent, affalé sur la banquette, pâle et tremblant. Tu as accepté le travail. Tu as accepté d'être concierge. Laurent leva les yeux, le regard vide. Camille, tu ne comprends pas. Elle détient la dette. Si je ne fais pas ça, elle prend la maison. Ma mère sera sans abri. Nous serons sans abri. Nous. Camille éclata d'un rire rauque, saccadé. Il n'y a pas de nous, Laurent. Je suis une Delorme. Mon père est un magnate de l'acier. Tu crois qu'on peut me voir avec un homme qui gagne sa vie à frotter des urinoirs? Mon rang social s'évaporerait du jour au lendemain. Elle se pencha, récupéra son sac, se redressa. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de message. Et si tu me vois dans la rue, traverse. Camille, attends. Laurent sortit précipitamment, lui attrapa le bras. Elle se dégagea comme s'il était contagieux. Ne me touche pas. Tu sens l'échec. Elle se retourna et héla un taxi qui passait. Une ironie qui ne lui échappa pas, elle refusa de monter dans la limousine souillée et disparut dans la nuit à toute vitesse. Monique descendit lentement de la voiture.
Elle paraissait plus vieille que plus tôt. Le botox sur son front ne pouvait pas cacher les rides de peur autour de ses yeux. Elle est partie, murmura-t-elle. Les 50 millions se sont envolés. On a encore la maison, maman, dit Laurent, essayant de se rassurer, mais échouant lamentablement. Claire l'a promis tant que je travaille. Monique le regarda avec un mélange de pitié et de dégoût. Tu es un minable. Ton arrière-grand-père a bâti la première ligne de chemin de fer de cette région, et toi tu vas être l'homme de ménage de ton ex-femme. Elle secoua la tête et se dirigea vers la porte d'entrée. Je vais dans ma chambre. Ne me dérangez pas. J'ai besoin de pleurer la mort de notre dignité. Le lundi matin arriva avec la subtilité d'un marteau. À l'aube, le réveil de Laurent sonna. Pendant une fraction de seconde, il chercha son téléphone pour consulter la bourse comme avant. Puis il vit le tablier blanc et la combinaison bleue en polyester accrochés derrière la porte. Il vomit dans le lavabo avant même de pouvoir se brosser les dents. Le trajet vers la ville fut brutal. Il ne pouvait pas payer l'essence avec un salaire au minimum, et Claire avait presque fait geler les cartes de l'entreprise. Il dut prendre le train. Il resta debout, serré entre des ouvriers et des étudiants, tenant un sac en plastique avec son déjeuner, un sandwich mal préparé par lui-même. Il arriva à la tour Valmont, à la Défense, à une heure où la ville était encore froide. Le bâtiment était un monolithe de verre qui reflétait l'aube, comme une lame plantée au cœur de Paris. Il entra par la porte de service à l'arrière, comme on le lui avait indiqué. Non, lança l'agent de sécurité. C'était le même que lors du sommet. Il sourit d'un air moqueur en voyant Laurent. Laurent Moreau, murmura-t-il. Plus fort, je n'entends pas. Laurent Moreau. Cria-t-il, le visage en feu. Exact. Voilà votre badge. L'agent glissa une carte plastique sur le comptoir. La photo était peu flatteuse, prise par une caméra de sécurité. Et sous son nom, en lettres rouges et grasses, on lisait. Apprenti assainissement. Laurent accrocha son badge à sa combinaison. Il sentit le tissu synthétique lourd lui râper la nuque. Lui qui ne portait jadis que du coton égyptien et de la soie italienne descendit au sous-sol. Le chef des services de propreté était un homme nommé Gérard Petit. Gérard était massif, les avant-bras épais comme des troncs, avec une expression dure. Il détailla Laurent de haut en bas. « Toi, t'es le projet spécial de là-haut, grogna Gérard. La direction de Valmont Capital a envoyé un planning spécifique pour toi. » Il lui tendit une liste plastifiée. 1. Toilettes des étages exécutifs, niveau 30 et 50. 2. Lustrer le hall. 3. Sortir les déchets de la salle du conseil. Allez, Moreau, au travail, et ne crois pas que parce que t'as été quelqu'un tu peux te planquer. Madame Duval a des caméras partout. Laurent passa de longues heures à genoux. Il frotta les joints avec une brosse à dents, nettoya les miroirs jusqu'à en avoir mal au bras. L'odeur de l'eau de javel industrielle lui fit monter les larmes aux yeux. Puis on l'affecta au hall principal. Il poussait une lourde machine à polir sur le marbre. Le hall se remplissait d'employés qui arrivaient au travail, hommes en costumes impeccables, femmes en tenue taillée sur mesure. Ils passaient à côté de lui en parlant au téléphone, en buvant leur café crème. Aucun ne le regardait. Pour eux, il était un meuble. Invisible. Excusez-moi, dit un homme en contournant la polisseuse de Laurent. Vous avez laissé une trace là. Laurent leva les yeux. C'était un ancien stagiaire qu'il avait licencié de Moreau Industries pour avoir renversé du café. Le stagiaire portait maintenant un costume ajusté, et il était évident qu'il travaillait pour Valmont. Il fronça les sourcils, plissa les yeux. Monsieur Moreau. Laurent paniqua. Il baissa sa casquette. Non, juste l'agent d'entretien. Il se détourna, le cœur cognant contre ses côtes. Puis l'atmosphère du hall changea. Les conversations se coupèrent. L'air se fit dense, chargé d'attente. Les portes automatiques s'ouvrirent. Claire Duval entra, flanquée de Julien Armand et d'une équipe d'avocats. Elle portait un trench gris anthracite sur une robe blanche, et des lunettes de soleil lui couvraient les yeux. Elle avançait avec une énergie qui écartait la marée des employés. Laurent serra la poignée de la polisseuse. « Ne me regarde pas » supplia-t-il en silence. « S'il te plaît, ne me regarde pas. » Claire se dirigea droit vers les ascenseurs, puis,
au centre du hall, elle s'arrêta. Elle ôta ses lunettes, tourna lentement la tête et regarda Laurent droit dans les yeux. Le hall devint muet. Tout le monde regardait. Le contraste était violent, l'impératrice de l'industrie et l'homme en combinaison bleue. Claire s'approcha. Ses talons frappaient le sol qu'il venait de lustrer. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui. Laurent sentait sa propre sueur, l'odeur de l'ammoniac incrusté dans le tissu. « Vous avez laissé une trace » dit-elle à voix basse, en désignant une petite marque près de sa chaussure. Les yeux de Laurent se remplirent de larmes. « Je vais la nettoyer, Madame Duval. »« Assurez-vous de le faire, » répondit-elle. « Nous avons une réunion du conseil. Je veux les vitres de la salle de conférence impeccables. Je veux voir clairement la ville que je possède. » Elle se détourna et s'éloigna. « Ah, Laurent » lança-t-elle par-dessus son épaule. Il se figea. « Votre mère a appelé 5 fois l'accueil. Dites-lui que si elle rappelle la ligne exécutive, je déduirai le coût du temps perdu de votre salaire. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent et l'emportèrent vers le sommet. Laurent resta debout dans le hall, entouré de centaines d'employés qui chuchotaient. Il s'agenouilla et frotta la marque, mélangeant ses larmes à la cire du sol. Un temps passa. Les mains de Laurent étaient couvertes de callosité. Son dos vivait en spasmes constants. Il avait maigri, le visage creusé, la barbe naissante. Trop épuisé pour se raser. L'humiliation était devenue une douleur sourde, un compagnon permanent. Mais le désespoir engendre des pensées dangereuses. Par une nuit de pluie, Laurent sortait des sacs poubelles vers le quai de chargement. L'allée était sombre, éclairée seulement par la lumière jaune vacillante d'un lampadaire. « Tu as une sale tête, Laurent. » La voix venait de l'ombre. Laurent sursauta et laissa tomber un sac rempli de documents broyés. Camille Delorme sortit derrière un conteneur. Col relevé, trench serré, l'air nerveux. Elle fumait une cigarette fine. « Camille » haleta Laurent. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu as dit de ne jamais te contacter. » « Les choses ont changé, » répondit-elle en tirant une bouffée tremblante. « Mon père est en difficulté. La petite manœuvre de ton ex-femme a déclenché une enquête de grande ampleur sur Delorme Acier. Il gèle nos avoirs. Comme les tiens. » « Je suis désolé, » dit Laurent, même si une part de lui éprouvait une satisfaction sombre de ne pas être le seul à souffrir. « Désolé et ne répare rien, » siffla Camille. Elle jeta la cigarette au sol, l'écrasa du talon. « Mais je sais ce qui répare. L'argent. L'influence. » Elle s'approcha, baissa la voix. « J'ai creusé sur le nouveau projet d'intelligence artificielle de Valmont. Celui qu'ils vont présenter bientôt. C'est révolutionnaire. Ça vaut des milliards. Et le code source est stocké sur un serveur dédié dans ce bâtiment. » Laurent secoua la tête. « Non. Impossible. Je suis juste un agent de propreté, Camille. Je nettoie des toilettes. Je ne pirate pas des serveurs. »« Tu as les clés, idiot » souffla Camille, agressive. « J'ai vu ton trousseau. Tu as la clé maîtresse des locaux techniques. Et la salle des serveurs a une trappe de maintenance pour le système de refroidissement. » Elle marqua une pause. « J'ai un acheteur à Marseille. Ils paieront 20 millions pour ce code. En liquide. » 20 millions, répéta Laurent. Le chiffre tournait dans sa tête. 10 millions pour lui. Il pourrait partir, s'offrir une nouvelle identité, échapper à Claire. « J'ai une clé USB, » dit Camille en sortant un dispositif argenté élégant de sa poche. « Il y a un programme. Tu n'as qu'à le brancher sur le serveur principal. Ça copie les fichiers automatiquement. Puis tu sors, tu me la donnes, et on disparaît. » « C'est trop dangereux, » balbutia Laurent. « Il y a des caméras. »« La trappe de maintenance est un angle mort, » insista Camille. « J'ai vu les plans. »« Laurent, regarde-toi. Tu portes une combinaison en polyester. Tu sens l'ammoniac. Tu veux faire ça toute ta vie? Tu veux mourir à frotter ces sols? » Laurent baissa les yeux vers ses mains crevassées. Il pensa à Monique qui pleurait dans sa chambre. Il pensa à la façon dont les employés le traversaient du regard. « Donne-moi la clé, dit-il. » Le plan fut fixé pour la nuit suivante,
quand l'immeuble serait presque vide. Laurent pointa pour le service de nuit. Son cœur cognait si fort qu'il croyait qu'il allait lui briser les côtes. Il poussa son chariot de ménage vers les ascenseurs, la clé argentée brûlant sa poche. Il atteignit l'étage où se trouvait la salle des serveurs. Il vérifia que le couloir était désert. Il roula le chariot jusqu'à la porte technique. Il fouilla son énorme trousseau jusqu'à trouver la clé marquée « Accès maintenance ». La serrure fit clic. Il se glissa à l'intérieur. La salle était glaciale, pleine du bourdonnement de ventilateurs de refroidissement. Des rangées de tours noires clignotaient de lumière bleue et verte. On aurait dit le cerveau d'un géant endormi. Laurent repéra la console principale. Ses mains tremblaient tellement qu'il fit tomber la clé USB 2 fois. Il trouva enfin le port, la branchait. Une petite lumière rouge se mit à clignoter. Copie 10%20. Allez, allez, souffla Laurent, la sueur coulant sur son nez. 50. Soudain, le bourdonnement des ventilateurs s'arrêta. La salle bascula dans le silence. Puis les lumières changèrent, l'éclairage bleu devint un rouge violent, pulsant. Accès refusé. Verrouillage en cours. Non, halta Laurent. Il essaya d'arracher la clé USB, mais la console la bloqua en place. La porte de la salle s'ouvrit avec un sifflement. Laurent se retourna et recula contre les serveurs. Claire se tenait sur le seuil. Elle ne portait pas un tailleur. Elle portait un jean et un col roulé noir, comme une espionne de film. Julien était à côté d'elle, les bras croisés. 2 agents de sécurité bloquaient la sortie. « J'espérais mieux de toi, Laurent », dit Claire, sa voix résonnant dans l'air froid. « En réalité, c'est faux. J'espérais exactement ça. »« Ce n'est pas ce que tu crois. » cria Laurent, les mains levées. « Je nettoyais. J'ai trouvé cette clé. »« Stop », dit Claire en entrant. Elle tapa sur le clavier. L'écran changea et afficha une vidéo en direct de l'allée extérieure. On y voyait Camille marcher de long en large en regardant sa montre. « Ça fait longtemps qu'on surveille Camille », dit Julien. On savait qu'elle avait acheté un logiciel de déchiffrement au marché noir. On savait qu'elle t'avait contacté. On t'a laissé entrer dans la salle. Pourquoi ? Laurent s'effondra contre une baie de serveur. Pourquoi m'avoir laissé aller aussi loin ? Pour voir si tu avais changé, répondit Claire, une lueur de tristesse réelle traversant ses yeux. Une partie de moi, une partie minuscule et stupide, espérait que tu jetterais cette clé. J'espérais que, peut-être, perdre tout aurait appris l'intégrité. Je t'ai donné un travail. Je t'ai laissé conserver la maison. Je t'ai donné une seconde chance. Elle s'approcha, le regard dur comme le diamant. Mais tu es un parasite, Laurent. Toi et Camille, vous ne construisez rien. Vous volez. Vous ne travaillez pas. Vous prenez. S'il te plaît, Claire, supplia Laurent en glissant à genoux. Elle m'a forcé. Elle a dit qu'elle me paierait. Je voulais juste partir. Juste m'échapper. Et tu vas t'échapper, dit Claire. Elle fit un signe à Julien. Julien sortit son téléphone. Police. Oui. On a l'intrus, et on sait où est sa complice dehors. Arrêtez-les. La police ? Hurla Laurent. Claire. Non. C'est de l'espionnage industriel, dit-elle froidement. Ça peut te coûter des années de prison. Tu aurais dû y penser avant d'essayer de voler le travail de ma vie. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta sur le seuil. Tu sais ce qu'il y a de plus drôle, Laurent ? Il releva la tête, les larmes coulant sur son visage. Cette clé USB n'a pas copié mon code d'IA. Elle a chargé un virus que j'ai écrit. Au moment où tu l'as branché, il a tracé la source du logiciel acheté par Camille. Il vient d'exposer les comptes illégaux à l'étranger de son père aux autorités fiscales et à la police financière. À l'aube, Delorme Acier sera perquisitionné. Claire esquissa un sourire. Tu ne t'es pas seulement détruit, Laurent. Tu as fait tomber tout l'empire Delorme. Pour une fois, tu as fait quelque chose d'utile pour moi. Merci. Elle sortit. Attends. Claire. Ne me laisse pas ici. Cria Laurent.
Un agent de sécurité s'avança, des menottes brillant sous la lumière rouge d'alarme. Plus tard, après le scandale des serveurs, l'atmosphère au tribunal judiciaire de Paris était suffocante. La salle était remplie de journalistes, d'anciens employés et de victimes de la fraude révélée par le virus de Claire. Au premier rang, Claire Duval était assise dans un tailleur bleu marine sobre, irradiant un calme qui glaçait la défense. Tout le monde se lève. Madame la juge Hélène Roux prit place. Elle fixa les deux accusés. Laurent Moreau, autrefois prince arrogant de l'industrie, portait désormais une tenue pénitentiaire et des entraves à la taille. Il paraissait vieilli, le dos voûté. À côté de lui, Camille Delorme restait debout, un sourire défiant aux lèvres, malgré ses mains tremblantes. Vous avez été reconnu coupable d'espionnage industriel, de vol aggravé et de conspiration, annonça la juge, sa voix résonnant contre les boiseries. Monsieur Moreau, la femme que vous avez rejetée vous a tendu la main pour vous sauver. Au lieu de la saisir, vous avez tenté de la couler. Ce n'est pas du désespoir, c'est de la malveillance. Elle tourna son regard vers Camille. Et vous, Madame Delorme, vous avez entraîné l'empire de votre famille dans la boue avec vous. Je vous condamne à 15 ans d'emprisonnement. Camille hurla, les jambes fléchissant, tandis que les agents la retenaient. C'était un piège. Elle nous a piégés, cria-t-elle en pointant Claire. La juge frappa de son marteau. Le tumulte s'éteignit. Monsieur Moreau, poursuivit-elle. Laurent tressaillit. Pour votre trahison de la confiance et votre participation active au vol, je vous condamne à 8 ans. Un murmure parcourut la salle. Et pour réparer les dommages, ajouta la juge, assénant le coup final, la propriété de la famille Moreau sera saisie et liquidée immédiatement. Laurent releva la tête d'un coup. Non pas la maison. Ma mère vit là-bas. Votre mère aurait dû vous enseigner de meilleures valeurs, répondit la juge avec froideur. L'audience est levée. Quand le marteau retomba, on emmena Laurent. Il se débattit, chercha le regard de Claire. Claire, aide-moi, s'il te plaît. Je suis désolé. Claire le vit disparaître par une porte latérale, le bruit des chaînes s'éloignant. Elle ne ressentit pas de joie, seulement un vide propre, silencieux. Enfin, elle s'était débarrassée du poids. Dehors, il pleuvait à verse. Claire descendit les marches du tribunal. Julien tenait un parapluie au-dessus d'elle. Soudain, une silhouette surgit à travers la foule des journalistes. C'était Monique Moreau. Elle avait l'air pitoyable, une fine veste de laine à la place de ses fourrures, le visage marqué par le mascara coulé. Claire, sanglota Monique en agrippant la manche de Claire. Tu dois m'aider. Ils vont prendre la maison. Je n'ai nulle part où aller. Nous étions une famille. Claire retira doucement sa main. Nous n'avons jamais été une famille, Monique. J'étais ton employé. Mais je vais me retrouver sans abri, gémit Monique. Où vais-je dormir? Claire fouilla dans son sac et sortit une carte. J'ai des nouvelles au sujet du domaine. Je l'ai racheté à la banque. Les yeux de Monique s'illuminèrent d'un espoir désespéré. Vraiment? Oh merci. Alors je peux rester? Non, dit Claire d'une voix douce mais ferme. Je vais donner la propriété à la ville. Elle rouvrira comme le refuge Valmont pour les femmes, un lieu où celles qu'on a méprisées et jetées pourront se reconstruire. Elle posa la carte dans la paume de Monique. Voilà le numéro de la coordination des admissions. Si tu as besoin d'un lit, fais la queue. Mais je te préviens, Monique, les résidentes font leur tâche elles-mêmes. Il n'y a pas de domestique. Claire monta dans la limousine qui l'attendait. Quand la voiture s'éloigna, elle jeta un dernier regard en arrière. Monique se tenait seule sous la pluie, serrant la carte, les yeux levés vers le ciel gris. À l'aéroport, dit Claire au chauffeur en s'adossant au cuir. J'ai besoin de partir en vacances. Et c'est l'histoire d'une épouse silencieuse et obéissante qui a renversé la situation face à un mari qui l'avait trahi. Laurent Moreau pensait se débarrasser d'un déchet, et il a fini par jeter un diamant. Dans son arrogance, il avait oublié la règle la plus importante, fais attention à qui tu écrases en montant, parce que tu devras peut-être le regarder dans les yeux en tombant. Les Moreau ont perdu leur fortune, leur liberté et leur nom. Pas parce que Claire était cruelle, mais parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer un monde où la servante était, en réalité, la reine.
Si cette histoire de karma et de revanche t'a plu, clique sur j'aime. Ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Qu'aurais-tu fait, toi, à la place de Claire? Tu lui aurais donné une seconde chance, ou tu penses qu'il a eu exactement ce qu'il méritait? Dis-le-moi en commentaire, je lis tout. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune histoire pleine de rebondissements, de drame et de justice. Merci d'avoir regardé la vidéo.